Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, 35e épisode, saison 14, que nous apprennent les contes de fées. Alors t'es qui? Je suis qui? T'es qui, dépêche-toi? Elle l'a fait. T'as fait qui? Bah quoi, la fait de qui? La fait de toi, t'as fait quoi? M'a fait quoi? J'ai une fée, moi. Eh ben oui, ça arrive. Et c'est comme ça, une fée. Eh oh, dis donc, tu me connais pas encore. Surprenante fée et surprenant conte de fées comprend toujours autant de plaisir à lire, sans doute parce que les contes sont une matière vivante dont on ne parvient jamais à épuiser le sens, comme l'a écrit Jennifer Tamas, invitée de ce soir. Elle publie Faut-il en finir avec les contes de fées? À mes côtés également dans cet Être et Savoir, Pierre-Emmanuel Hogg. Il consacre un essai de Hogg. Il consacre un essai documenté et précis qui éclaire la fabrique des contes de Perrault de manière stimulante. J'ai adoré cet ouvrage, Pierre-Emmanuel Hogg. Mais si nous avons eu envie d'en parler, c'est aussi parce que les thèmes des contes nous semblent d'actualité. Oui, d'actualité, toujours. Ainsi, ce qui nous intéressera dans cette discussion, que j'espère aussi riche que vos livres, c'est la figure de l'enfant chez Perrault, entre autres. Enfant aimé ou mal aimé qui doit user de son intelligence pour triompher dans ou de son histoire, qui doit savoir quand agir, quand parler et maîtriser ses émotions et faire face à la violence. Nous parlerons également de tout ce qui tourne autour des sentiments, amour filial, fraternel, sororal, amour romantique et de la grande question du consentement qui n'intéresse pas que les enfants. Je vous le disais, on parle d'actualité ce soir. Alors faut-il réécrire les contes de fées? Faut-il les lire autrement? En tout cas, ils offrent une merveilleuse incitation à la lecture et les jeunes, on le sait, lisent moins. Les ados peuvent-ils lire des contes? On va poser la question à nos invités. Enfin, les contes sont aussi une initiation à la littérature, car un conte se lit et se relit, s'interprète et se réinterprète à l'infini. Bonsoir, Jennifer Tamas. Bonsoir. Vous êtes, je le précise, agrégée et docteur en littérature française. Vous enseignez aux États-Unis à la Rutgers University. Vous êtes spécialiste de la société d'Ancien Régime et de Racine en particulier. Vous vous intéressez aux questions d'indicibles, et je crois qu'il en est question dans les contes de refus et de consentement sexuel. Je viens de le dire. Vous avez publié l'année dernière Au nom des femmes, non NON, libérer nos classiques du regard masculin. C'était au Seuil, ça m'avait énormément intéressée. Et là, vous publiez un court essai. Je crois que c'est une collection qui est aussi à destination des adolescents. Faut-il en finir avec les contes de fées chez La Martinière, collection Alt, qui est une petite collection d'essais très dynamique. Pierre-Emmanuel Hogg, encore une fois, pardonnez-moi, vous êtes chercheur indépendant en anthropologie narrative. Vous avez co-animé un séminaire sur les contes merveilleux à l'École des hautes études en sciences sociales, plus connue sous le nom de HESS. Cet essai est publié chez Classique Garnier, je redis le titre, dans la fabrique des contes de Perrault. Alors, je vais me permettre, à moins que vous connaissiez par cœur la liste des contes de Perrault, sinon je l'adresse, comme vous voulez, Pierre-Emmanuel Hogg. D'abord, il faut préciser qu'effectivement, il y a deux recueils différents. Mm. Et on a tendance à s'appesantir sur un seul des deux, qui est le recueil des contes en prose, qui sont parmi les plus fameux. Mais c'est dans les contes en vers, qui étaient publiés 3 ans auparavant, que nous avons par exemple Peau d'âne. Voilà, un conte dont vous parlez beaucoup dans l'essai qui va nous intéresser ce soir. Alors, ce que j'ai pu constater à vous lire, et je ne vais pas faire toute la liste, c'est que à côté de Cendrillon ou du Chaboté, il y a des histoires telles que les fées, les souhaits ridicules, la droite princesse, que je ne connaissais pas et qui sont beaucoup moins connus. Alors, la droite princesse, non, ça n'est pas un conte de Perrault. C'est un conte des Mais que me conteuses raconte la contemporaines. BNF? Alors oui, il faut faire attention à ça, en effet. Bon. C'est-à-dire C'est que l'influence des précieuses. Au XVIIIe siècle, il a été rajouté dans de nombreuses éditions à partir des années 1750. Il a été rajouté subrepticement. Il apparaît dans les éditions en dernier conte de Perrault, alors qu'il n'est pas de Perrault. Ah, Et- génial. Et D'accord. finalement, il finit par retrouver sa place chez l'héritier uniquement vers le milieu et la fin du 19e. Donc non, mais c'est très bien aussi. Hein. Toujours des choses à rétablir concernant Perrault. Alors, qu'est-ce qui explique que certains contes ont vraiment passé la barre des siècles et d'autres Oui. beaucoup moins? Alors, je crois que c'est indubitable qu'il y a un génie littéraire
pour arriver à concentrer dans des textes qui sont très courts. Ça sera d'ailleurs justement l'une des différences avec l'Envoi de princesse. Vous voyez, si vous prenez ce conte-là, c'est un conte qui doit faire environ 3-4 fois la longueur habituelle des vrais contes de Perrault. Bon. Et ça, alors des fois, on va retrouver des motifs communs. Donc ça permet des comparaisons tout à fait intéressantes entre, par exemple, les contes de Perrault et celles de Madame d'Aulnoy, de Mademoiselle l'Héritier, de Madame Murat. Simplement, la construction est tout de même très très différente, puisque dans un cas, il y a un jeu parodique pour les conteuses, avec d'ailleurs parfois une modernité bien plus importante que celle de Perrault sur le fond. Mais d'un autre côté, le génie littéraire, il est du côté de Perrault. Bon, ça, je crois qu'il faut le. Alors, faut le Jennifer dire Tama clairement. sera peut-être pas d'accord avec vous, mais alors on va, Oui, c'est provocateur. on bien va sûr. détailler quand même, parce que vous argumentez avec un élément qui me semble tout à fait intéressant. Vous dites le génie littéraire, on l'a dit, les contes sont très courts, il y a presque une économie de Oui. mots et de formulations, parce qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, qui ne sont pas détaillées. Bien Oui. sûr, on sait que le petit chaperon du petit chaperon Oui. est rouge, Oui. donc du petit chaperon rouge, on sait, on a certains éléments, et il y a plein d'autres qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, on a projeté énormément sur ces contes, où ils se déroulent, l'âge des personnages, parce que c'est souvent pas précisé. D'abord, je pense que Perrault lui-même, qui était très instruit dans la littérature religieuse et la Bible hébraïque notamment, sans doute que ça a dû, en quelque sorte, percer dans son propre style. Il y a aussi un travail de sa part, un travail qu'on peut voir édition après édition. Et cette idée d'avoir des textes qui sont finalement très laconiques, pleins d'ambiguïté, très courts, et sur lesquels, en vérité, avec un vocabulaire très simple, hein, il ne cherche pas des grands effets, mais qui sollicitent le lecteur, je pense que ça, vraiment, c'est une influence de la Bible hébraïque. Maintenant, dans le cas de Perrault, il arrive aussi, par rapport peut-être aux conteuses, à rester dans un équilibre très intéressant entre le sérieux et le ton enjoué. Donc à la fois, il veut vraiment faire passer des messages avec une certaine légèreté, plutôt que parodier le genre à titre simplement d'amusement. Le genre qui est un genre oral Oui. au départ. C'est Donc un genre, ça a en fait, on se raconte l'après-midi à la cour. Hein. Je ne parle pas dans les veillées, je ne parle pas de la tradition orale. Là, je parle en tant qu'exercice et jeu littéraire à la cour, qui est l'après-midi de se raconter des histoires pour essayer d'amuser son public. Bon. Donc, il y a ces motifs qui circulent, mais ensuite, c'est ce qu'on en fait. Alors Jennifer Tamas, à la même époque et un peu après aussi, d'autres auteurs et autrices s'intéressent aux contes. Alors peut-être sur la qualité littéraire de leur style, vous allez avoir des choses à nous dire évidemment. Qui sont ces autrices? Qui sont les gens qui écrivent ces contes? Alors, pour vous répondre et en même temps rebondir sur ce Parfait. que disait Pierre-Emmanuel, je dirais 3 choses. La première, c'est qu'en fait, Pierre-Emmanuel, ce que je vous disais dans l'ascenseur, c'est que vous passez un peu vite sur l'attribution des contes à Perrault, parce qu'en réalité, il y a un débat quand même, Soriano en parle, enfin d'autres critiques en parlent, que Perrault aurait écrit ses contes aussi avec sa nièce, Mademoiselle l'Héritier, d'autres, peut-être son fils, etc. Donc il y a quand même ce flottement dans l'attribution. Donc je trouvais que votre erreur, elle était intéressante aussi, parce que la droite Sur princesse... la liste des contes, Oui, et c'est voilà. ça, attribuée à Mademoiselle l'Héritier. Il y a d'autres débats sur d'autres Je ne dois pas être contes. la seule à la faire, parce que c'est dans le recueil de Perrault présenté par la On l'a BNF. trouvé dans de nombreux recueils, et puis on l'a retiré par la suite. Mais il n'y a aucun doute, on a l'édition Princeps des contes de Perrault. Ce n'est pas un conte de Perrault. Et le style est très différent. Je vais me permettre c'est de net. leur signaler. Bon, Monsieur, on Madame de continue. Banneville, par exemple, ça a été attribué à Perrault, l'héritier, choisi. Donc, il faut aussi revenir à une catégorie d'époque qui est la notion d'auteur, qui est un peu différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'on collaborait, on contribuait, on amendait les textes. Il y a une collaboration entre les hommes et les femmes sur certains textes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'avez dit vous-même, c'est qu'il y a des vrais contes de Perrault. Vous avez employé des guillemets comme ça, mais en réalité, vous l'avez dit, il y a 2 recueils. Et la première tendance de Perrault, c'est d'écrire des textes quand même plus longs, en vers, qui sont très influencés quand même par la mode des précieuses, Absolument. avec un discours galant, Oui. avec
certaines figures de style beaucoup plus précises et chatoyantes, et avec énormément de détails sur les matières, par exemple, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait penser à la mode précieuse, comme on peut retrouver chez Madame d'Aulnoy, par exemple, ou parfois Madame de Murat aussi. Donc vous me demandiez qui elles sont, Madame d'Aulnoy, Madame de Murat, Mademoiselle l'Héritier, et Madame de la Force, Madame de Villeneuve. Et en fait, des autrices qui avaient du succès. Qui avaient du succès, à leur qui se époque. connaissaient, qui se répondaient. Donc on voit aussi cette circulation, cette collaboration dont je parlais, parce que compte à compte, elles se reprennent, elles répondent à des motifs. Et le troisième élément que je voulais avancer, c'est que quand on dit il n'y a pas de génie littéraire féminin, enfin c'est ce que dit Beauvoir aussi, hein. Le génie n'existe pas au féminin. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas Je ce que parle vous du génie avez dit. littéraire de Perrault. Oui, c'est ça, et qu'il n'y a que seulement Perrault qui surnage dans cet océan de contes de fées. En réalité, c'est faux. Parce que, par exemple, ce qu'on voit au cinéma, un des best-sellers du cinéma, c'est quand même La Belle et la Bête. C'est évident que c'est un autre chef-d'œuvre. Mais oui, mais c'est pas Perrault. Oui, absolument. Mais c'est Villeneuve, c'est Madame de Villeneuve. Aucun doute que c'est un chef-d'œuvre. Oui, on parle voilà. des autres. On parle de La Droite Princesse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand vous regardez Cocteau, il y a certains éléments chez Cocteau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, du chandelier avec la main. Ça, c'est typiquement un élément qui a été décrit par Madame d'Aulnoy dans un conte qui s'appelle La Chatte Blanche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que l'invisibilisation des femmes, l'effacement des autrices vient mais certains éléments ont passé cette barre des siècles et on les retrouve, par exemple. Voilà, elles ont été lues, mais elles n'ont pas été reconnues dans le canon. Elles n'apparaissent pas dans les anthologies. Enfin, moi, je les ai jamais étudiées à la Sorbonne, par exemple. Alors, ça n'a pas répondu, cette petite controverse sur les auteurs-autrices, enfin Perrault, les autrices, et puis le talent littéraire, à une question que j'ai posée tout au début, mais on en pose beaucoup des questions. Qu'est-ce qui fait que certains contes nous arrivent et qu'on les raconte encore à nos enfants, comme je pense beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. J'ai raconté Le Petit Chaperon rouge, je ne l'ai même pas lu, je l'ai raconté, c'est une histoire qu'on connaît, elle est extrêmement courte, mais aussi bien sûr d'autres contes avec leurs adaptations Disney, on a des livres, on a des tonnes de versions qui ne sont pas du tout celles de Perrault parfois, ou qui sont juste inspirées. Qu'est-ce qui fait que ces contes, aujourd'hui, sont encore racontés aux enfants, certains et pas d'autres? Alors précisément, on parlait du style, mais il y a aussi quelque chose qu'il reprend de la tradition orale. Et Nicole Belmont, qui a travaillé sur la tradition orale, met cela en avant à très juste titre, c'est qu'il crée des images. Il crée des images qui sont tellement prégnantes, des images qui deviennent des images visuelles et en même temps à la fois énigmatiques. Vous voyez ces noms pittoresques de titres, La Droite Princesse d'un côté, et d'un autre côté, la barbe bleue. Pourquoi elle est bleue? Qu'est-ce que ça veut dire cette barbe bleue? Sans explication, vous voyez, plutôt qu'un terme qui est tout à fait explicatif, on a là du mystère, le petit chaperon rouge. Pourquoi est-ce qu'il est rouge? Qui lui a offert? Est-ce que ça change dans l'histoire alors que ça n'est pas clairement dit? Vous voyez, sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Donc tous ces termes, Cendrillon, qui est un nom construit, et on peut discuter sur le sens qu'il a. Alors qu'en vérité, il y a même un deuxième nom pour le personnage qui est Cucendron. Donc, il y a la création de ces images visuelles, et tout au long des contes, ça nous frappe. On le lit, on le perçoit, on le voit, et le mystère reste. Et d'ailleurs, ce qu'on a entendu en tout début d'émission, c'est un extrait du Cendrillon de Joël Pommerat, adapté au théâtre avec grand succès. C'est repris, c'est joué par des troupes amateurs sans arrêt, et parfois rejoué au théâtre. À l'époque, c'était au TNP. Et puis, il y a la formule tire la bobinette et la chevillette Chéra, que beaucoup connaissent par cœur. Donc ça aussi, ça fait partie, ce sens de la formule dans un français qui est le nôtre, et qui est en même temps un peu lointain. Et énigmatique parce qu'elle l'était déjà à son époque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect archaïque aujourd'hui de cette formule, c'est pas nous, 300 ans après Perrault, elle l'était déjà pour lui. Oui, c'est ça le génie littéraire. C'est d'avoir créé en fait une formule. Il faut vraiment se remettre dans le contexte où beaucoup d'éléments qu'il a repris sont des archaïsmes qu'il crée, comme ces deux formules, en fait, qui veulent pas dire grand-chose. Et comme elles veulent pas dire grand-chose, on ne trouve pas les mots dans le dictionnaire de l'époque. Donc, on se crée nous-mêmes un imaginaire par rapport à ces formules. Vous voyez, ça suscite l'imaginaire. Oui, mais
Je pense que ce que vous voulez Jennifer dire aussi, Tamas. c'est que quand vous parlez de Barbe Bleue, du Petit Chaperon Rouge ou du Petit Poucet, ou Cendrillon, en fait, il faut distinguer ces contes qui viennent aussi d'une tradition folklorique et c'est pour ça qu'il y a des archaïsmes, qu'il y a des mots qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire du XVIIe siècle parce que ça vient de formules encore plus anciennes. Et donc, c'est pour ça que quand vous dites pourquoi il y a des contes qu'on connaît plus, parce qu'en fait, ils viennent du folklore, ils traversent tous les pays. Par exemple, il y a une version antillaise de Barbe Bleue, Bernadette Bricou en parle, il y a des versions chinoises de Cendrillon, il y a des versions marocaines du Chaperon Rouge. Donc en fait, ce folklore qui est commun à tous les pays, c'est celui qui surnage, évidemment. Et c'est vrai que les contes littéraires écrits par les précieuses, qui sont beaucoup plus longs, le facteur de la longueur peut aussi jouer, parce que quand vous dites, moi je raconte à mes enfants le Petit Chaperon Rouge, je ne le lis pas, je le connais, je peux le résumer. C'est vrai qu'il y a tout un travail littéraire entrepris par les femmes, par ce qu'on a appelé les précieuses, pour penser la question du consentement, pour penser la question du mariage, pour s'adresser aux jeunes filles et pas aux enfants, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus riche d'un point de vue stylistique, qui ne cherche pas l'économie de moyens. Enfin, je ne dis pas que l'économie de moyens n'est pas belle, hein. J'adore Perrault, que ce soit clair, je trouve que c'est magnifique et que c'est saisissant et que on n'a jamais fini de l'étudier malgré la brièveté du conte. C'est très puissant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le soir, avec les enfants, on ne va pas lire pendant 1 heure. Donc c'est vrai que parfois, ces versions du folklore qui ont tellement circulé et qui sont tellement captivantes, elles surnagent. Et aussi parce qu'elle nous parle. Alors, vous C'est évoquiez. bien, vous les défendez bien. Vous les défendez bien. Vous évoquiez le Petit Poucet. Moi, il m'intéresse beaucoup ces enfants dans les contes. Il n'y a pas que des enfants, mais il y a aussi des enfants. En fait, il y a très peu d'enfants. Il y a Je crois très qu'il peu. faut le Alors, dire, dans mais les moi, contes de je Perrault, il y a voulais- très peu d'enfants. Alors, c'est quand Et même un chez les sujet femmes aussi. dont je voulais parler. On va évoquer ce Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants, si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le Petit Poucet. C'est Mouloudji qui lit le texte de Perrault, D'accord. du Petit Poucet. Je parle évidemment sous votre contrôle tout le temps. Pierre-Emmanuel Mogue et Jennifer Tamas. Le Petit Poucet, c'est une figure enfantine et ça fait aussi partie des histoires peut-être qu'on aime beaucoup raconter, comme le Petit Chaperon Rouge, parce que ce sont des enfants qui sont en but à des circonstances difficiles. Alors évidemment, le Petit Chaperon Rouge elle se fait croquer par le loup. Le Petit Poucet, il doit être malin, comme le sont les jeunes personnes aussi, dans les contes. Et ça, vous en parlez, je trouve, de manière extrêmement intéressante, Pierre-Emmanuel Mogue. Il faut savoir comment agir, comment parler, quand se taire et comment triompher de la force de son adversaire. Parce que ce n'est pas que des enfants, ils sont souvent affaire à plus grand et plus fort que ces personnages de Perrault. Alors, en effet, il est très précoce, il a 7 ans. On sait que Charles Perrault lui-même était relativement précoce. Évidemment, là, c'est de manière exagérée. Donc, il a juste l'âge de raison, ce qui permet techniquement qu'il puisse se débrouiller. On a tendance à voir dans le Petit Poucet sa réussite uniquement basée, vous disiez malin, sur ses ruses. La ruse des cailloux, puis ensuite la ruse de l'interversion des bonnets quand il est face à l'ogre. Mais en vérité, il apparaît tout au long du conte de manière peut-être moins nette, mais à la relecture et à la relecture, que sa force, elle est surtout psychique. C'est moins dans l'invention des ruses. D'ailleurs, la deuxième ruse, il échoue, celle des miettes avec les oiseaux. Par les Donc, il peut être mis en échec, mais il va rebondir toujours, et il va toujours bien jauger ses adversaires comme d'ailleurs ses partenaires. Vous voyez, au départ, quand il apprend le sort terrible que leurs parents leur réservent, il retourne se coucher, mais il ne dit rien à ses frères.
moi, je ne sais pas, dans une situation telle que c'est, je suis relativement beaucoup plus simple que lui, j'aurais rêvé mes frères, mais dis donc, vous savez ce qui se passe, il faut faire quelque chose. Non, il comprend bien que c'est vain de le faire. Parce que d'abord, on ne le croirait pas, hein, puisqu'on le sait qu'en général, on ne l'écoute pas, et que si tant est que de toute façon, ils arrivaient à mettre fin à ce projet, les parents en envoieraient un autre. Donc, vous voyez, c'est cette capacité surtout qu'il a de contrôler ses émotions pour savoir à quel moment il faut parler, à quel moment il faut se taire. Un autre moment, c'est quand dans la forêt, à ce moment-là, une fois qu'il se retrouve abandonné. Il y a une phrase tout à fait étonnante. C'est là encore, plutôt que de dire « Eh les gars, vous inquiétez pas, j'ai la solution », puisqu'il avait laissé les cailloux sur le chemin, sans rien dire à personne, le texte nous dit qu'il les laisse pleurer. C'est étonnant. Il les laisse pleurer, et après les avoir laissés pleurer, il leur dit « Suivez-moi seulement ». C'est-à-dire qu'il attend qu'ils se calment. Il comprend que ça ne sert à rien de leur parler de sa solution tant qu'ils ne sont pas calmés. Et ce sont des petites trouvailles comme ça qui, en fait, font une grande profondeur de caractère du personnage. Et ces ruses, ça n'est qu'un élément. En vérité, c'est sa capacité, chaque fois, à... Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur des situations, mais à avoir un peu moins peur et à apprendre à gérer cette peur. Il est aussi rusé, culisse, mais il n'y a pas que lui qui est rusé. Cendrillon aussi, elle est très maligne, elle est stratège dans sa manière de diriger un petit peu les opérations, parce que les choses d'après, enfin dans la version de Perrault, mais vous allez me dire après Jennifer Tamas, comment c'est ailleurs, n'arrivent pas comme ça. Et il faut à chaque fois qu'elle trouve une bonne stratégie. Alors, Cendrillon n'est pas la passive héroïne qu'on a tendance à croire. Bien sûr, elle doit se soumettre aux conditions qui sont les siennes. Quand j'aborde ce texte, déjà on se pose la question, mais pourquoi elle ne se rebelle pas? Bon, par rapport aux mœurs d'aujourd'hui, on dirait, il suffit qu'elle se rebelle. Non, elle serait vraisemblablement envoyée au couvent. Donc ça n'est pas une solution. Elle fait le gros dos. Voyez, pour l'instant, elle fait le gros dos. Elle sait que les conditions ne sont pas bonnes. Son père se retournerait contre elle. Le texte nous le dit, parce que sa nouvelle épouse le gouvernait entièrement. C'est la façon qu'a le texte de le dire. Donc, elle sait qu'il faut, à ce moment-là, effectivement, faire le gros dos, mais elle le fait intelligemment. Parce que, vous voyez, quand elle a un certain talent, par exemple, pour coiffer, et elle coiffe ses sœurs, et on lui demande son conseil à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une reconnaissance vis-à-vis d'elle. Même si elle est brimée par certains côtés, elle a une certaine dignité. Donc, elle attend le bon moment, et lorsque l'opportunité se présentera, alors là, par contre, elle va la saisir à pleine main. Elle va se montrer très active avec sa marraine pour concevoir l'ensemble de l'habillage. Et prenons un moment, lorsqu'il y a l'essayage qu'il vient. Vous savez, elle essaye une première pantoufle. Bon. Et puis, ça va, ça rentrait comme de cire, comme nous dit le texte. Et à ce moment-là, elle sort quoi de sa poche? Et à ce moment-là seulement, la deuxième pantoufle. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne la sortait pas avant? Pourquoi est-ce qu'elle ne couvrait pas la pantoufle en main en disant « mais je l'ai, c'est moi, je l'ai ». Ce que, je pense, moi, je ferais bêtement. Évidemment, je ne suis pas Cendrillon. Cendrillon a cette intelligence de dire « c'est pas le moment ». Si je la sortais maintenant, on me dirait « mais d'où tu l'as sortie, tu l'as volée, comment tu t'es débrouillé ?» Vous voyez, elle a l'intelligence de dire c'est pas le moment, je vais la garder. Si l'autre me va et elle m'ira, alors là j'aurai la preuve imparable. Ça c'est un extraordinaire contrôle de soi. C'est une forme de prudence aussi. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on attend des enfants, enfin plus tard, c'est d'avoir du contrôle de soi, je pense. En tout cas, en tant que parent, ça me parle. Jennifer Tamas, sur cette agentivité des héros et héroïnes de contes. Alors, je vais vous répondre avec Madame D'aulnoy, parce qu'elle écrit un conte qui synthétise les deux dont vous venez de parler, c'est-à-dire... ce conte s'appelle Finette Cendron et ça reprend le motif du Petit Poucet et ça reprend le motif de Cendrillon à la fois. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une famille qui était a priori très aisée et qui a tout perdu et se retrouve seule avec 3 filles. Et donc c'est par rapport à Perrault, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la mère qui, dans le conte de Madame D'aulnoy, dit « il faut qu'on se débarrasse de nos enfants, ça nous coûte trop ».
Alors que dans Perrault, c'est l'homme qui dit à la femme on va se débarrasser des enfants et la femme ne veut pas et il menace de la battre. Donc il y a ce truc des violences conjugales chez Perrault. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est dans le conte. Ce sont les conditions de l'époque. Exactement. Là-dessus, exactement. C'est pas l'auteur qu'il faut critiquer. Je sont les conditions de l'époque. Non, ben, c'est très intéressant c'est comme intéressant d'en parler. témoignage sociologique très intéressant. À quoi conduit la misère, en fait, économiquement, etc. Et puis, il y a quand même une toute petite pointe de misogynie quand il dit elle allait vite en besogne, etc. Mais bon, alors, finissons sur Madame d'Aulnoy. Donc c'est pareil, la plus jeune entend que sa mère veut les perdre dans la forêt, elle ne réveille pas ses sœurs, pareil, et elle va semer des cendres dans la forêt pour retrouver son chemin. Et donc c'est là qu'on retrouve le motif de Cendrillon. Et ensuite, elle va réduire, donc finalement, elles vont être perdues dans la forêt. Il y a une sorte de grand-mère aussi qui est dans la forêt, qui donne des conseils. Ça me fait penser aux contes russes avec toujours Baba Yaga dans sa grotte, etc. Donc elle va finir par réduire un ogre en cendres. Et ce qui est très intéressant, parce que Madame d'Aulnoy, comme beaucoup de ces conteuses du XVIIe siècle, sont mariées à 13 ans avec des hommes qui ont 3 fois leur âge, etc. Ce qui est très beau dans cette Cendrillon, donc cette finette Cendron, donc il y a cet esprit de finesse, c'est qu'il va y avoir aussi un bal, sauf qu'il n'y a pas cette histoire de chaussures. Ce qu'elle veut, c'est restaurer ses parents dans un royaume. Donc elle va négocier avec le prince. Elle va lui dire, moi je veux bien que tu m'épouses, mais c'est une sorte d'ambassadrice politique. Elle va dire, à condition que tu restaures le royaume, qu'on partage les terres, et c'est ça la gentilité au féminin. Mais c'est vrai que vous avez raison que souvent on dit que Cendrillon, c'est une femme passive parce qu'elle reste dans les cendres. Hein. C'est ça que ça veut dire, cul, Cendron, le cul dans les cendres. En fait, elle est la figure d'une Vestale, elle garde le souvenir de sa mère morte, en fait. Elle garde le feu. C'est pour ça qu'elle reste... La maison n'est pas ici assimilée à la passivité, mais à la gardienne du feu, quoi. Et Pomeroy, on fait un personnage qui regarde tout le temps. Ça montre, pour parler aussi du petit chaperon rouge, c'est un conte qui est assorti d'une morale que je trouve extrêmement aussi intéressante. En tant que parent, on se pose souvent la question comment avertir les enfants du danger que peuvent représenter certains adultes. Le petit chaperon rouge offre un outil très intéressant, même si la morale est parfois écrite dans certaines versions de manière plus claire. Parfois, elle est absente. Ma question, Pierre-Emmanuel Mock, c'est est-ce que tous les contes de Perrault, en fait, je sais que c'est pas le cas, pourquoi certains contes, donc, on dispose d'une morale et d'autres non? Alors, puisque vous le savez, bon, je vais tout de même vous pourquoi répondre. oui et pourquoi non? En fait, ils ont une ou deux morales parce qu'il y a un travail d'écriture où il a rajouté selon les éditions. Mais il faut faire attention au fait que ces morales, en fait, il est dans un esprit un petit peu comme celui de La Fontaine avec ses fables. Hein. C'est-à-dire qui parfois juxtapose plusieurs morales dans les fables. Et ce sont des exemples d'interprétation. Ça ne veut pas dire que ça épuise le sens du texte. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'en tenir purement à la partie narrative. Et quand il propose une morale, c'est une parmi d'autres qu'on pourrait avoir. En quelque sorte, c'est une façon de nous solliciter, de dire, bon, par exemple, je vous en propose une ou je vous en propose deux. Mais l'exercice qu'on peut faire, c'est d'en rajouter d'autres. Et donc on n'est pas tenu absolument au sens de ces morales. Dans le cas du chaperon rouge également, le petit chaperon rouge, la morale qu'il nous donne, effectivement, parle des mauvaises rencontres, des jeunes filles en particulier, avec des galants. Mais on peut étendre, d'un point de vue allégorique, de manière beaucoup plus globale, l'histoire du petit chaperon rouge, en omettant le fait qu'on a affaire à une fille, mais simplement à l'être le plus vulnérable, avec un prédateur. Et pourquoi le loup? Pourquoi avoir choisi un loup, par exemple, plutôt qu'un homme, un diable, hein, des personnages qu'on a typiquement dans les contes, un diable, un ogre, comme on a dans les contes de Perrault? Parce que le loup, contrairement à l'ogre, puisque dans les contes de Perrault, l'ogre n'est pas visuellement tout à fait repérable. Dans la plupart des contes, le diable non plus n'est pas immédiatement repérable. Le loup, il l'est. Par définition, il l'est. C'est-à-dire que c'est le prédateur qui est évident. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de tester, c'est sa faculté de reconnaître l'évidence de la malveillance. Donc là, on peut avoir une dialectique qui est celle du prédateur et de la proie. Donc vous voyez, on peut le lire à plusieurs niveaux, ce qui se passe dans ce conte.
La richesse d'interprétation, c'est une qualité littéraire. Et concernant les interprétations d'un conte, on en a eu une formidable en 1970. Moi, c'est un film que je regarde toujours. Enfin, c'est un film, c'est une comédie musicale de Jacques Demy. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Delphine Seyrig, les conseils de la fée des Lilas dans Peau d'âne. Évidemment, je le disais, en 1970 et en 2024, nous nous demandons pourquoi il faut relire les contes de fées, ceux de Perrault et d'autres. Et peut-être qu'une de ces raisons, c'est parce que c'est un endroit où on parle de sexualité, on parle de ses dangers et de l'intérêt aussi qu'elle représente. En l'occurrence, la réinterprétation de Jacques Demy du conte insiste beaucoup sur l'inceste possible qui pourrait, qui pourrait être le but du roi, du père, qui va d'ailleurs à la fin, enfin le rebondissement finalement m'a toujours extrêmement étonnée. Le fait qu'il se marie avec la fée n'est jamais passé pour moi. Alors Jennifer Tabas chez Perrault et chez des autrices du 16e et du 17e, du 17e et du 18e siècle, pardon, cette question de la sexualité, quelle place elle prend à vos yeux? Alors, la sexualité, évidemment, elle est primordiale. Bon, c'est pour ça qu'il y avait Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées, qui, bon, à mon avis, doit être revisité et un peu vétuste, parce que tout est... Ah, là, vous êtes d'accord tous les deux. Là, on hein. est d'accord Mais que on c'est est un d'accord sur beaucoup de phallocentrisme quand choses. même. Mais Mais donc la là, ce qui est intéressant dans la chanson, c'est que ça parle aussi d'inceste. Donc c'est les méfaits de la sexualité à tout point de vue, sur les parents et les enfants. La question de l'inceste vue du côté des jeunes filles. Donc là, on a Perrault et Peau d'âne. La Belle et la Bête, c'est la question de l'inceste du jeune prince qui est devenu une bête dans la Belle et la Bête, la version de Villeneuve, en fait. Ce qu'elle nous explique, c'est le déploiement de cette question du consentement sexuel, puisque chaque soir, la bête demande à la belle si elle veut la laisser coucher avec elle. Et c'est intéressant parce que la bête se dénomme au féminin. Féminin, Ouais, c'est un voilà. prince. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a tout ce degré du consentement où la jeune fille va essayer de comprendre la part de son désir érotique. Qu'est-ce que c'est quand on a 15, 16 ans et qu'on devient une jeune fille? Quelle est sa part de désir? Donc, il y a des rêves érotiques dans La Belle et la Bête.
Et la part voilà, de comment on articule la nuit de noces aussi, puisque c'est la première fois qu'ils se rencontrent et qu'il lui dit « Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Et puis que ça va prendre du temps et qu'elle va essayer de comprendre ce que ça signifie. Et à la fin, on comprend que le jeune prince est devenu une bête parce que la personne qui s'est occupée de lui, c'est-à-dire une fée, puisque sa mère était une amazone qui devait combattre et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui et qu'elle a délégué ce rôle maternel à une fée, au fur et à mesure qu'il grandissait et qu'il devenait beau, cette fée a voulu coucher avec lui et il l'a refusé. Et donc, c'est pour le punir qu'il l'a transformé en bête. Et donc, cette question de la sexualité, ça rejoint un peu ce que disait aussi Pierre-Emmanuel Mock tout à l'heure sur le loup. Moi, ce qui m'avait aussi toujours surpris dans ce conte de Perrault, c'est que finalement, le loup ne mange pas la petite fille dans la forêt. Il aurait pu, ils étaient seuls, et que la prédation, quelque part, il la mange dans la maison de la grand-mère. Il y a les bûcherons, oui, il c'est l'ont dit dans le Oui, texte, il à dit cause qu'il des y a le bûcherons, bûcheron, mais texte nous le dit. oui, il dit qu'il y a le bûcheron, mais c'est quand même intéressant parce que dans d'autres versions, il n'y a pas de bûcheron. Et puis cette question de la prédation sexuelle, dans la version du Nivernais, par exemple, la petite fille n'est pas mangée. Donc c'est Et très... parfois, elle est libérée du ventre du loup. Mais moi, tout ce qui m'intéresse quand je la raconte, c'est de dire, Mère Grand, pourquoi avez-vous un si grand nez et de C'est de détailler le corps de l'autre et le corps vieillissant et le corps qui fait peur aussi. Et dans certaines versions, c'est un bzou, donc il est à la fois humain et animal. Donc c'est toutes ces questions de la sexualité qu'on peut trouver dépliées chez Perrault, chez les conteuses, parce que c'est ce que je vous disais, ce qui les intéressait, elles, c'était aussi une forme d'éducation sexuelle qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc c'est un peu métaphorique, c'est la question du qu'est-ce qui se passe quand les femmes sont déplacées, parce que souvent c'est la réalité du XVIIe siècle. On envoie les femmes, on leur fait quitter leur pays, on leur fait quitter leur langue, on leur fait quitter leur... C'est pour quelques princesses. Oui, mais là, on parle... Quand je parle des jeunes femmes, des précieuses... de quelques princesses sur des millions de personnes. Non, d'accord, mais les contes... mais à qui sont adressés ces contes? Ils ne sont pas adressés aux quelques princesses. Là, ces échanges dont vous Oui, parlez, mais c'est quelques ces questions princesses. de déplacement, ils sont aussi adressés au niveau symbolique, où les femmes quittent un milieu. Par exemple, dans La Belle et la Bête, elles quittent la campagne pour arriver dans un château. On quitte sa province, on quitte un cocon familial. On quitte son enfance. Et on ça, quitte son enfance aussi. C'est le destin de chacun d'entre nous. Pierre-Emmanuel Mock sur la sexualité, quelle est sa présence chez Perrault, dans des contes où pour beaucoup de personnages, le but, c'est aussi de réaliser, on le voit à la fin, un mariage princier. Alors d'abord, je suis tout à fait fasciné par la lecture que vous faites de La Belle et la Bête. Ça, je trouve ça vraiment... Et je crois que vous mettez... Dans ce conte-là, il y a des aspects très divers de la sexualité. Ça, c'est vraiment passionnant. Oui. Je pense que dans le cas de Perrault, la sexualité, elle apparaît plutôt en filigrane. Par exemple, tout à l'heure, vous nous avez cité un petit passage que vous avez lu, mais vous l'avez repris, du Petit Poucet, qui commence par le fait qu'on dit qu'elle allait vite en besogne pour accoucher des enfants. Mais le terme besogne avait un double sens, il avait un sens sexuel à l'époque. Donc, en même temps, il y a une critique éventuelle, presque pré-malthusienne, hein. On est à la fin du XVIIe, mais Malthus, ça sera qu'au siècle suivant, qui est de dire, ben oui, dans certaines conditions sociales, il faut aussi qu'on maîtrise sa fertilité. Voyez. Donc il y a, de ce point de vue-là, effectivement, une certaine critique, sans doute, de la part du bourgeois qui, lui, n'a pas ces conditions-là. Maintenant, la sexualité... Elle est indirecte chez Perrault parce que le thème, c'est plutôt le mariage, puisque c'est la sexualité. C'est-à-dire comment ils se rencontrent et comment organiser un bon mariage. Et ça, on va le retrouver dans de nombreux contes. Qui, d'ailleurs, ça ne sera pas forcément un mariage princier. Hein, ça peut être avec la Barbe Bleue, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est pas forcément un mariage princier, mais un mariage, Enfin, c'est parce que vous le dites à un moment du livre. Après, par exemple, le Petit Poucet, c'est pas son but. Le Petit Poucet, il va plus s'occuper de sa famille, c'est presque un aidant, comme on dirait. De manière temporaire. C'est de manière temporaire. Mais je sais pas, ça m'a toujours étonnée. Moi, je trouve que c'est très minutieux le travail que vous faites, où vous questionnez chaque détail, On peut même questionner ce qui se passe après. On peut se questionner ce qui se passe avant l'histoire, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après. Alors, dans le cas du Petit Poucet, c'est plutôt un parcours d'ascension sociale, si vous voulez, comme avec le Chaboté. Bon. Parce qu'il
dans les contes de Perrault, comme dans d'autres contes, il y a des catégories sociales. On comprend, quand on les lit bien et dans le détail, comme vous, Pierre-Emmanuel Mock, que c'est pas un univers comme ça complètement éthéré et si féerique que ça se passe quelque part, et pas forcément à la campagne, dans certaines classes sociales, avec des conditions de vie, et les personnages sont assez bien situés de ce point de vue-là. Mais je voulais continuer à parler de sexualité et d'amour, parce que je crois que c'est un sujet qui passionne beaucoup aujourd'hui, et qui fait qu'on parle encore des contes. C'était le cas le 24 février 2024, sur France Culture aussi. Le prince Philippe, lorsqu'il embrasse la princesse Aurore, il délie le sortilège de la méchante fée maléfique. Il la réveille, il la fait revivre, il montre que l'amour est une bénédiction qui permet de démentir les lois de la physique. Or, cette lecture-là romantique, effectivement, elle est complètement niée par cette relecture dite féministe qui considère que la princesse Aurore n'est qu'une petite victime et que le prince Philippe est un porc, puisque c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui dans la Vulgate pour parler des agresseurs sexuels. C'est véritablement là, on voit toute l'interprétation victimaire néo-féministe qui n'est pas féministe parce que ça ne rend pas service à la femme et qui tue l'amour. Le problème pour moi n'est pas seulement que cette pauvre princesse ait été embrassée pendant qu'elle dormait, même si vous savez comme moi, puisque vous avez écrit dessus, dans le conte originel, elle n'est pas du tout réveillée par un baiser. Elle est réveillée c'est le baiser qui est attaqué aujourd'hui, donc c'est celui qui est dans les Frères Grimm et qui est repris par Disney. Le prince couche avec elle pendant qu'elle dort. Ça, c'est dans la version du XVIe siècle. Non, en fait, ce que je questionnerais, outre ce baiser endormi, dans ce conte, c'est le fait que ce soit toujours le prince qui soit dans une position active et qui aille délivrer une princesse dans une position passive. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un bourreau et une victime, mais simplement de dire... Par contre, là où il y a des limites qui sont outrepassées, et encore une fois, c'est très bien d'avoir La Belle au bois dormant, je réclame simplement le droit à d'autres contes, en fait, à d'autres imaginaires, vous voyez, où par exemple la princesse Aurore irait embrasser le prince Philippe. Vous pouvez écouter, vous riez beaucoup, Jennifer Tamas, ce podcast de répliques sur la plateforme de Radio France. Vous pouvez d'ailleurs écouter aussi à Très Savoir. Donc c'était Noémie Alioua, qui est essayiste, qui a écrit La terreur jusque sous nos draps, et Victoire Tuaillon, qui est l'autrice du podcast Les coups sur la table, et puis d'un autre podcast sur l'amour, qui a aussi écrit des essais. C'était donc dans Réplique d'Alain Finkielkraut. C'est intéressant de batailler encore sur le sens des contes. Ça doit beaucoup vous intéresser, Pierre-Emmanuel Mock. Sur cet aspect, dans La Belle au bois dormant, où il y a la version de Perrault, mais bien sûr beaucoup d'autres versions antérieures. Parfois il y a un baiser, parfois il y a un viol. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, préalable à son réveil, d'ailleurs, qui n'aura lieu même qu'à la naissance des enfants. Dans le cas du conte de Perrault, il n'y a même pas l'embrassade, le baiser, ça qui est chez les Grimm, mais il faut noter un point très très important qui n'est pas évoqué en général, c'est qu'il y a tout un jeu différentiel chez Perrault sur exactement qui réveille la belle. C'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est pas simplement la question de savoir si c'est le baiser ou pas le baiser. Je vous lis le passage. On veut bien le passage. Oui, le passage, c'est « Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla. » Lui, il est là au bon endroit, au bon moment. Mais le texte ne nous dit pas que c'est lui qui la réveille. Et c'est Elle cette ne dépend pas de lui. qu'on veut. Ça, c'est Perrault. Il s'agenouille et il ne la Jennifer réveille Tamas. pas. Ouais, c'est vrai, il l'embrasse pas. Et c'est la fin de l'enchantement. Le sortilège, c'est qu'il soit au bout de 100 ans, là au bon endroit. C'est que lui ait cette chance d'être là au bon endroit. Et d'avoir fait l'effort d'arriver jusque-là. Oui, il y a c'est une autre morale. Le kairos, quoi, le bon moment. Absolument. Quoi. Mais pour répondre à Victoire Tuaillon, en fait, oui, il y a des princesses qui réveillent des princes endormis, en fait, chez Madame d'Aulnoy. Par exemple, dans La Belle et la Bête, chez Madame de Villeneuve, le prince est endormi et c'est marqué dans le texte qu'elle a animée d'une passion. Elle l'embrasse de 1000 baisers pendant qu'il dort, quoi. Et donc, dans Madame d'Aulnoy aussi... C'est un viol ? Bah, justement, non, parce qu'après, elle dit « Bon, il se passe rien, donc je vais attendre la fin de cette léthargie. » Et c'est la mère du prince qui réveille le prince. Donc c'est très... En entrant dans le château. Oui, c'est très drôle. Ouais. D'où vient l'expression « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » ? Ah oui, alors ça... Alors on va retrouver plus souvent chez les Grimm, hein, à la fin des contes des Grimm. Je fais une étude avec mes étudiants. Effectivement, on retrouve beaucoup plus souvent le fait qu'on propose une durée qui va au-delà de l'histoire. Comme si, à la fin de l'histoire, chez les Grimm, en général, c'est figé. C'est-à-dire que le bonheur, on a atteint une sorte de stade de bonheur et on y reste.
Et le texte nous le dit. Alors que chez Perrault, en fait, on prend les personnages une tranche de leur vie. Oui. Et une fois que cette tranche est atteinte, qui peut être le mariage, si ça se trouve, ils vont divorcer ensuite. Vous voyez, on ne peut le nous dire le dit aux pas. enfants, ça. Mais on peut Il n'y a tout pas de dire. divorce au 17e. Mais... On peut tout dire, bien sûr, on peut en discuter. On peut discuter avec eux. Et qu'est-ce qui se passe, selon vous, le lendemain matin? On peut écrire la suite. Bien sûr. Je crois que c'est un exercice auquel beaucoup d'enfants se livrent, d'imaginer des suites, beaucoup d'auteurs et d'autrices, évidemment. J'en parlais dans l'introduction. Aujourd'hui, faire lire les enfants, les élèves, et puis surtout les adolescents, hein, c'est un sujet de société. Il est posé tel quel. On a récemment eu un sondage édité par le Centre national du livre. Les données ne sont pas très bonnes concernant les adolescents. Est-ce que lire des contes, c'est une bonne initiation à la lecture? Je pense que vous allez me dire oui, Pierre-Emmanuel Mogue, mais pourquoi? Écoutez, à titre personnel, en général, je m'adresse à des adultes. Je travaille avec des adultes sur les contes. J'ai une seule expérience avec les enfants, c'est avec ma fille. Voilà. Pour le reste, je travaille qu'avec avec des adultes et qui sont expérimentés en contes. Alors avec ma fille, nous avons procédé à ce jeu qui est de s'interrompre dans la lecture, de ne pas prendre les choses comme évidentes, mais de se poser des questions en disant, vous voyez, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de Cendrillon qui sort la deuxième pantoufle, mais au fait, pourquoi elle la sort que maintenant? Et d'en discuter. Mais, comme je vous le dis aussi, au fait, pourquoi elle ne se rebelle pas? Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Et je crois que là, on peut tout de même attraper un peu les enfants et susciter l'intérêt, d'autant plus que comme le texte se montre dans une prose relativement simple et naïve, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, il est d'un abord simple au départ. Jennifer Tamas, sur la lecture et puis aussi l'âge de la lecture des contes, parce que des contes, on en lit en 6e, c'est au programme. Mais on peut continuer à en lire après. En tant que jeune adulte, c'est un rayon des librairies aujourd'hui, jeune adulte. La beauté des contes, je pense, elle tient au fait qu'on peut avoir des lectures différentes en fonction des âges de la vie et des questions des enfants. Et c'est-à-dire qu'en fait, les contes, pour moi, ça pose la question du cœur humain, c'est-à-dire toutes les questions qu'on se pose sur la mort, l'abandon. Enfin, en fait, vers 4 ans, les enfants nous demandent qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas mourir, la peur d'être abandonné, l'amour, etc. Et donc, en fait, je pense que les contes répondent intrinsèquement à des questions profondes qui traverse tout être humain. Donc, c'est pour ça que c'est un bon moyen de les lire. L'autre chose, c'est qu'il y a une structure narrative qui est propice à la lecture, avec parfois des adjuvants, des méchants, des gentils, une quête, l'histoire de la quête et de l'initiation. Il y a des jeux sur les répétitions, vous en parliez tout à l'heure, des petites formules magiques. Et ça fait appel aussi à tout l'imaginaire des enfants. En fait, on voit très bien que les enfants, quand ils sont petits, pensent que les feuilles ou les herbes ou les cailloux sont doués de vie, que leur peluche a une vie une fois qu'ils dorment. Donc en fait, je pense que ça parle à l'imaginaire des enfants. Donc ça commence par parler à l'imaginaire et ensuite on peut faire de la théorie littéraire parce que on a un protagoniste. Les professeurs aiment bien utiliser les bons mots, enfin les mots du cours de français, des protagonistes, des adjuvants, et puis une manière de faire avancer le récit, qu'on peut décortiquer. Oui, c'est ça, avec une action, une temporalité, des obstacles. Et cette idée de quête, à mon avis, elle est fondamentale parce que elle motive en fait l'avancée des enfants dans les différents âges de la vie. Et on voit bien qu'à 7 ans, ils n'ont pas le même objet qu'à 15 ans. Et donc, ces questions de l'amour, ces questions de sexualité dont on a parlé, ou ces questions de... Tout à l'heure, on parlait parfois de transfuge de classe. En fait, Perrault, il y a souvent ces histoires-là, de comment on passe d'une classe sociale à une autre classe, comment on passe d'un milieu à un autre milieu, comment on est éduqué aussi. Dans La Belle et la Bête, elle passe de la campagne au milieu du château, et dans ce château, tout lui est permis. Elle va à l'opéra, elle va à la comédie, elle découvre un autre milieu social, d'autres codes. Elle va avoir des discussions politiques. C'est ça, elle va avoir des discussions politiques. Donc en fait, je pense que vraiment, il y a un éveil que permettent les contes
qui est très stimulant quand on est professeur. Je pense qu'on devrait avoir des contes à tous les niveaux des classes, de des la études. scolarité et des études Ouais. supérieures, puisque vous, vous enseignez aussi cette matière, Jennifer Tamas. Les contes sont présents dans la culture populaire à travers ces textes et leurs 1000 versions, des adaptations au théâtre. Je viens de voir aujourd'hui Le Petit Chaperon Rouge, créé il y a 2 ans au Festival d'Avignon, va être joué au Montfort Théâtre. Alors, c'est à Paris entre le 26 avril et le 18 mai. Voilà, petit exemple de ce qui peut être proposé. Et puis plein de films, évidemment. Alors Disney, je crois qu'on n'a pas trop besoin de faire de la publicité aux princesses Disney. Elles sont bien présentes dans la vie des enfants. Il y a eu d'autres studios comme DreamWorks. Enfin, maintenant, c'est un peu la même chose, avec une adaptation très particulière du chapeauté. Alors, chaboté, Ah oui. chapeauté. Et puis, je vais vous faire écouter un extrait parce que je voudrais parler d'intertextualité. Pas le coup des haricots magiques avec moi. Je les ai cherchés la moitié de ma vie. Ces haricots n'existent que dans vos têtes. Fou, le chat. On les a vus, ils existent bien. Ça, là, c'est les haricots légendaires. Leurs tiges poussent jusqu'au pays des géants et de l'oie aux œufs d'or. L'oie aux œufs d'or. Avec un butin pareil, tu te la coules douce toute ta vie. Ouais, toutes tes 9 vies. Seul un chat ayant fait vœu de mourir se frotterait à des bandits comme Jack et Jill. Les seuls vœux que j'ai formule est de m'acquitter d'une vieille dette. Et là, je tiens ma chance. Alors, ce qui est intéressant dans ce chat poté, inspiré du chat beauté, c'est pas qu'il a l'accent espagnol. C'est qu'il fait référence à un conte très populaire en Angleterre, Jack et le haricot magique, où il est question de poule aux œufs d'or. Pour moi, c'est pas une oie, mais bon, ça se prête évidemment à interprétation. Et que, comme dans Shrek, Oui. ce chat poté est issu de Shrek, donc un autre film qui met en scène un ogre, Pierre-Emmanuel Mogg, on parlait des ogres. On a tout un jeu de références dans lequel l'adulte se retrouve aisément. Et je me demandais si c'était une manière contemporaine de parler du conte, c'est-à-dire si on parle d'un conte, on convoque tout un imaginaire. Alors quand on est évidemment chez DreamWorks, c'est plus du côté des Grimm qu'il faut aller regarder, mais on les mélange, ils se parlent et dialoguent entre eux, ces contes. Est-ce que ça pourrait marcher avec Perrault? Vous voyez, par exemple, Perrault lui-même a été la source de reprises graphiques qui ont pu aboutir dans ces films-là. Je pense à Gustave Doré, qui, par ses images, notamment Et c'est une sur le gravure qui va chaboté, illustrer la page de l'émission. voilà, alors, vous voyez, l'image qu'il a faite du chaboté, il a rendu... Parce que elle est tout de même très paradoxale, ce chaboté tout à fait fringant, comme un mousquetaire que nous avons, nous, maintenant en tête, grâce à l'image de Gustave Doré, qui a sans doute été aussi la source de cet imaginaire Parce que de Doré, c'est Shrek ou beaucoup ailleurs. plus tard. Oui. Doré, c'est en 1860 qu'il dessine et il le publie en 1861. Et la seule chose, c'est qu'il représente ce chat fougueux au moment où le chat appelle à l'aide pour sauver le marquis de Carabas, le soi-disant marquis de Carabas qui se noie. Or, dans l'image de Doré, qui n'a pas pu s'empêcher de faire un chat très impressionnant, qui fait presque peur, toute griffe dehors, avec un collier où sont suspendus les becs des oiseaux qu'il a assassinés, puis il a à la ceinture également des souris. Or, dans le conte, vous imaginez bien que le chat, il doit au contraire ne pas impressionner, puisqu'il appelle à l'aide. Il doit impressionner au moment où il menace les paysans. Comme dans le film, il fait les deux. Voilà, mais vous voyez, donc cet imaginaire, en fait, il y a des reconfigurations. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a des reconfigurations. C'est qu'on a au départ le conte de Perrault qui prend un certain type de personnage, Gustave Doré qui infléchit là le chaboté, et ça va aboutir encore à des nouvelles reconfigurations. Donc ça rebondit sans cesse. Alors nous, c'est une gravure du Petit Chaperon Rouge qu'on va proposer aux auditeurs, éventuellement lecteurs de la page de l'émission. Est-ce que on risque pas d'en arriver à un point où on fera référence à des éléments des contes qu'on connaît tous? Bon, on sait qu'il y a un chat botté, il a des bottes, éventuellement un chapeau, chapeauté. On connaît un certain nombre d'éléments de Barbe Bleue, mais moi, Barbe Bleue, j'ai pas très envie de le raconter à des enfants de 5-6 ans, sans vraiment les connaître, ces contes, Jennifer Tamas. Et je pense que le propre des contes, et c'est ce qu'on voit aussi dans le chapeauté, c'est
tresser ensemble des motifs. Par exemple, dans Barbe Bleue, l'histoire Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ça, par exemple, c'est un motif qu'on peut retrouver aussi dans Tristan et Iseut, qui est très très éloigné. Dans l'Énéide, on l'avait. Ouais, dans l'Énéide, bien sûr, vous avez raison. Enfin, bon, et puis Bon, dans comme la ça, Bible, on peut aller de l'Antiquité oui, dans la Bible, au Moyen-Âge ouais. pour arriver à Perrault et à nous. C'est ça. intéressant. Oui, mais je pense que c'est le propre c'est pour ça que je dis que c'est un matériau vivant. Et que, évidemment, ça demande une certaine archéologie. C'est pour ça que vous le faites très bien. Hein. Vous posez toutes les bonnes questions. C'est comme des briques, en réalité. On agence des briques et puis on crée quelque chose d'autre. Et on peut les recombiner. On peut les combiner. Alors, c'est vrai que parfois, moi, j'ai revu Shrek là avec les enfants. C'est vrai que c'est tellement saturé que parfois, on comprend plus trop et j'ai trouvé ça très violent. En fait, je me rappelais plus que c'était aussi violent. Mais c'est tellement saturé. Donc il y a Cendrillon, il y a Blanche-Neige. Et puis on n'a pas toutes les références. Ouais. En tant que personne de culture française, moi par exemple, il y a des références que je n'ai pas. Ou parfois c'est petit tellement bonhomme saturé. en pain d'épices. Ah oui, c'est pas une histoire qu'on connaît bien en France. Ça vient d'une autre tradition, mais en fait on la retrouve en filigrane dans le Chaperon rouge parce que ça fait référence à vous savez, dans le Chaperon rouge, il y a toujours un élément génésique avec du lait et puis un biscuit, quelque chose qu'on cuit au four qui matérialise la capacité des femmes à cuire. Un biscuit, c'est quelque chose qui est cuit deux fois sans être brûlé. Biscotte. Ouais, c'est ça, mais sans être brûlé, ce qui demande un savoir. Et donc, c'est l'idée qu'en fait, on met au four et on fait lever la pâte. Et lever la pâte, ça fait un bébé. Et donc, ce petit biscuit qui lève et qu'on met au bord du balcon et qui gonfle et qui sèche, et ça fait un petit être humain. Donc, en fait, c'est encore un motif, ça. Mais est-ce qu'on peut accéder au symbole si on a juste le motif et pas le conte entièrement? Non, c'est vrai que ça demande une archéologie. Alors, vous écrivez, Jennifer Tamas, que les contes nous apprennent à vivre ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très concrètement, moi, dans ma salle de classe, donc j'enseigne dans le New Jersey, et le New Jersey, c'est vraiment l'État où il y a vraiment le plus d'immigration. Il y a plein de gens de tous les pays, de Chine, du Japon, d'Inde, etc. Et typiquement, quand je fais un cours sur les contes de fées, tout le monde s'y retrouve parce que tout le monde a un conte à raconter de son enfance. Et là, ce que je dis sur la question des motifs, par exemple les bottes de fer qui s'usent, par exemple, je sais pas moi, la quête, la notion de quête, la notion d'abandon, etc. En fait, on retrouve tous ces motifs. Et vraiment, c'est ça qui fait communauté, parce que malgré les langues, malgré la géographie, malgré les différentes cultures, les différentes religions, et c'est un moment où on se retrouve tous, et c'est pour ça qu'en fait parfois on fait des podcasts aussi où on invente, et moi je trouve que c'est un bon moyen de vivre en communauté. Vous avez raison, il y a quelque chose de très universel, même si les histoires peuvent être différentes, il y a des motifs qu'on se partage et on sent tout de suite qu'on a affaire à un conte, quelle que soit la culture. Ouais. On le sent immédiatement, et de ce point de vue-là, c'est un objet d'échange. Oui. Ouais. Dans une époque inquiète, alors je ne sais pas si on a dit ça toutes les époques, mais c'est vrai qu'on le ressent, et on parle beaucoup de violence, de la violence qui traverse les rapports sociaux, la jeunesse aussi. Est-ce que les contes peuvent nous aider, Pierre-Emmanuel Mogue? Alors, on le disait en début d'émission, ça ne peut pas être une réponse à tout, hein, ça ne peut pas apporter effectivement une réponse politique. On l'a dit avant l'émission. Avant l'émission. Mais est-ce que ça peut nous offrir des outils pour réfléchir? Je pense que ça peut nous offrir des éléments, des sujets de discussion entre nous, et d'avoir une discussion justement sur des textes. La discussion est possible par rapport, comme vous le disiez Jennifer, sur des sujets fondamentaux pour nous tous. En soi, c'est déjà un élément apaisant. Oui, et puis ça parle de violence. En fait, c'est ça, il y a une méprise. C'est pas parce que c'est des contes de fées ou des contes qu'il n'y a pas de violence. C'est très violent. Barbe Bleue, le meurtre, les féminicides, les enfants qui meurent, la violence économique, les inégalités. Moi, le Petit Poucet, je le vois aussi comme ce bâton de vieillesse qui hante. Enfin, ça répond à toutes ces questions qui nous hantent, et pour moi, ça permet de déplier la violence. Et on en a sûrement besoin. Faut-il en finir avec les contes de fées à mettre entre toutes les mains, publiés chez Alt, La Martinière, et de Pierre-Emmanuel Mogue dans La Fabrique des contes de Perrault, un classique Garnier que je vous conseille à tous.
chaleureusement. Merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, Perret Legras et le réalisateur de cette émission. À la prise de son ce soir, Marie-Claire Ouma Badi.